Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Tu vois, moi j'ai toujours encore ce doux rêve que Total, BP, Esso, etc. et tous ces acteurs pétroliers puissent fermer demain. Et que on ferme la BNP, le Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale s'ils continuent de financer pour plusieurs milliards par an des activités pétrolières et gaz cachées dans des fonds ISR. Tu vois, enfin, c'est juste, s'ils continuent de faire ça, j'espère qu'on va les faire fermer. La finance durable, deux mots que je n'avais jusqu'à présent pas associés ensemble. C'est pourtant tout l'enjeu de Tudigo, la boîte cofondée par Alexandre Lingue. Leur slogan, investir aujourd'hui dans les boîtes de demain et que l'investissement soit accessible à toutes et tous. De ses premiers business dans la cour de l'école à ses investissements immobiliers, les leçons d'indépendance apprises par sa maman, sa grande envie de liberté et bien évidemment l'aventure Tudigo, Alexandre me raconte sa vision d'un monde meilleur où la société reprend le pouvoir pour renverser la table. Un épisode passionnant, enregistré avec un féru de liberté qui adopte une routine de sportif de haut niveau et fait tout pour voir son rêve se réaliser. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Alexandre. Salut. Merci de m'accorder du temps et ravi de te recevoir sur le Pompon. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Alexandre Lingue, je suis cofondateur et CEO de Tudigo, qui est une plateforme qui permet à toutes et à tous d'investir dans des startups et PME qui participent à créer un monde plus durable en non-coté. Donc c'est du private equity, du venture capital. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu investis en actions, tu prends des parts du capital d'une boîte qui n'est pas sur le marché coté, qui n'est pas en bourse, ou tu prêtes à cette entreprise sur une durée de 12 à 36 mois avec un taux de rendement qui est fixé à l'avance. Ok, trop bien. Et on va essayer d'éclaircir tout ça pour les personnes qui, comme moi, ils comprennent pas forcément grand-chose. J'ai déjà mis trop de jargon. Justement, tu l'as déjà expliqué un peu quand tu parlais de private equity et tout, donc très bien. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ouais. J'ai eu 3 métiers. Ouais. Enfin, j'ai voulu faire 3 métiers. Le premier, c'était astronaute. Okay. J'étais très... je dirais que j'étais peut-être un peu dans la lune, mais c'est surtout, je pense que j'avais... je pense que le dénominateur commun, c'était que je voulais faire quelque chose un peu d'exceptionnel. Et je bouquinais beaucoup de choses sur les planètes, sur même les ovnis, sur les trucs. Enfin, j'étais très science-fiction quand j'étais petit. Okay. Et j'avais envie de... une carrière qui me plaisait, c'était l'idée de pouvoir effectivement aller sur la Lune, aller dans l'espace. Donc ça, c'était le premier. Après, le deuxième qui arrivait autour de mes 10 ans, c'était de vouloir être président. Ouais, j'avais vu ça. Tu avais dit à un moment donné, j'avais toujours rêvé d'être entrepreneur ou président pour changer le monde. Ouais, c'est un peu ça, exactement. Et puis, du coup, en rationalisant tout ça, quand il a fallu passer des objectifs, de l'ambition à des objectifs un peu concrets et plus pragmatiques, je suis passé sur entrepreneur. Okay. Pourquoi ? Parce que... je voyais vraiment pas du tout le chemin, ou en tout cas un chemin assez rapide pour devenir président. Et j'étais pas quelqu'un de politique. Donc je supporte pas ça. Donc voilà. Okay. Je supporte pas ça. Et puis je pense que j'avais rien autour de moi qui me permettait de me dire que j'allais accéder à ces bonnes sphères. Donc entrepreneur, en revanche, je voyais bien l'idée de pouvoir... il y avait cette idée d'innovation, de pouvoir créer quelque chose, imaginer, et puis derrière de façonner le monde à mon échelle, avec différentes échelles, et puis d'arriver à une échelle où pour le coup, c'est Bill Gates que j'avais en tête à l'époque, parce qu'il n'y a pas Steve Jobs, il n'était pas aussi connu, mais c'était d'être suffisamment, d'avoir un impact suffisamment grand, une capacité financière suffisamment grande pour en fait pouvoir avoir un impact sur le monde, sur la société. Okay. Et donc ça rejoignait
ce qui me plaisait dans l'idée d'être président. C'est pas l'idée de pouvoir, ça, c'est pas quelque chose qui m'a jamais attiré, le pouvoir, au contraire. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir changer les choses et mettre mon empreinte sur le monde. Ok, énorme. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Parce que c'est déjà quand même avancé comme réflexion. Je pense qu'entrepreneur, je l'ai en tête quand j'avais 15 ans déjà, je pense. Mais lycée, là, c'est ça, après, je savais pas. En vrai, je savais pas trop. Quand j'ai avancé dans les études, finalement, je savais plus trop ce que je voulais faire parce que je me suis retrouvé à faire quand même une bonne école. Enfin, j'ai fait une prépa, j'ai fait ensuite une bonne école. J'ai fait le SCP, j'ai fait le SCP. Et donc, en fait, ton idée de départ, quand tu as fait ce cursus-là, tu dis ah ouais, mais attends, là, il faut que je l'utilise pour aller bosser dans une grosse boîte. Donc, du coup, j'étais un peu paumé. Je pense que quand j'ai passé les concours, non, j'ai dit n'importe quoi, j'ai foiré tous mes euros de personnalité. Et et ils ont eu raison d'ailleurs de me mettre des mauvaises notes à l'époque parce que je leur racontais que je voulais être dans le marketing, la pub. Tu vois. Ouais, c'était à côté de ce que toi, profondément, tu voulais faire, quoi. Bah ouais, et puis après, c'était lié au fait. Enfin, c'était connexe à un truc qui, pour le coup, était quelque chose qui, moi, m'a toujours plu, qui était la vente. En général, j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. J'ai commencé à vendre des trucs quand dans la cour de l'école, aller en élémentaire. Ok. Le mec il dealait en élémentaire, quoi. J'ai dealé des cartes Dragon Ball Z, des POG, des billes. Voilà, c'est ce que j'ai dealé au début. Après, j'ai dealé, je revendais les baskets, les Reebok du marché de Clignancourt à Paris. Et puis après, ça c'était ça j'avais. J'étais pas vieux. Mais fallait se payer les fringues et tout ça, quoi. Fallait se faire de l'argent de poche. Donc, Mais alors justement, fallait se faire de l'argent de poche. Ça te vient d'où? Enfin, tu vois, ça c'est un peu de nulle part. Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ta famille qui étaient déjà là? Est-ce que on t'a incité ou est-ce que tu n'avais pas le choix? Non, pas le choix. J'avais pas des parents riches et j'avais pas des parents qui en tout cas, ma mère typiquement est très fourmi. Elle nous a élevés, parce que donc mon père était ils étaient séparés, mais j'ai pas eu un modèle de père particulièrement responsable, d'un point de vue financier en particulier, notamment. Il a toujours été interdit bancaire, mon père. Il a toujours été en négatif sur ses comptes en banque. Peu importe l'argent qui rentrait, ça sortait, quoi. Donc ma mère, en revanche, ma mère a dû assurer le toit et était très fourmi et très épargnante. Et c'est elle qui m'a donné la culture, je pense, très très tôt de l'idée d'investissement. Elle l'a fait avec l'immobilier parce qu'elle a besoin de sécurité, stabilité, de créer aussi des rentes, du revenu et assurer en fait la stabilité de la maison, parce que ça reposait que sur elle. Et j'ai appris assez tôt l'impact déjà de commencer assez tôt à investir et pas à épargner. Et j'ai appris assez tôt aussi que le salaire, en tout cas pas compter sur un salaire, une retraite, c'est pas pour vivre en tant que tel, mais pour ensuite être libre. Je pense que j'avais cette idée assez tôt je veux pouvoir avoir les mains libres. Avoir les mains libres, c'était pas juste pour me tourner les pouces, c'était même pour pouvoir faire ce que je veux et avoir l'impact que je voulais avoir sur le monde. Voilà. Donc j'ai déjà digressé là. Alors je vais beaucoup digresser. C'était le but. N'hésite pas à me recadrer parce que j'ai une fâcheuse tendance à partir sur un truc et à oublier pourquoi j'étais en train de te dire ça. C'est moi qui étais parti sur cette. Et donc, en fait, ma mère, elle refusait de nous acheter des choses matérielles. Elle n'a jamais été contre. C'est assez marrant, je pense qu'en fait, tu vois, quand j'y pense et que je te parle là, je me rends compte, en fait, elle nous a transmis pas mal d'idées qui sont des idées, une philosophie à laquelle j'adhère beaucoup, qui est une philosophie anglo-saxonne, mais elle n'a jamais été contre, par exemple, investir sur l'éducation. Et si je voulais un livre, si je voulais prendre des cours, si je voulais m'inscrire sur du sport, il n'y a jamais eu de limite. C'est assez marrant, tu vois. Donc c'est un peu cette même idée que les Américains ont d'investir en eux-mêmes sur leur développement, que les Français ont plus de mal à faire. Ils ont plus de mal avec l'idée d'investir des milliers d'euros dans de la formation, dans du développement personnel, dans du coaching, dans le soin de soi. Ça, pour le coup, elle n'avait pas de limite là-dessus. En revanche, si c'était pour s'acheter des fringues de marque, tous les gamins, quand tu es petit, tu sais, ils arrivent, ils ont les Nike, Reebok, etc. Et puis toi, tu as ton truc qui vient de chez Tati.
ou qui étaient ouais, t'as des fringues beaucoup trop grandes parce que tu les as récupérées, c'est pas des fringues neuves, et voilà, bon, c'est dur dans la cour de récré au début, et donc bah voilà, elle refusait de le faire, et elle avait raison, je pense, et c'est mieux qu'effectivement elle investit dans notre éducation, mais moi il fallait que je puisse me payer ces choses-là. Pareil pour les jouets. Donc les jouets, bon, il y avait à Noël, t'en avais un peu, mais sinon t'avais tout ce que tu voulais avoir, il fallait se le payer. Donc t'économises, et puis pour accélérer, tu vends des trucs. Ok. Et t'as vendu quoi d'autre alors? Parce que maintenant j'ai envie de savoir. Non, tous les business que t'as honnêtement, mis en place. c'est pas aller beaucoup plus loin que ça. Quand j'étais petit, ça reste assez simple, hein, mais bon, tu vois, c'est du business. Je t'ai fait l'équivalent c'était un peu comme du dropshipping, quoi, tu vois. Version dans la cour de récré, t'achètes tes cartes Dragon Ball Z et puis tu les revends à 3 fois le prix. Voilà, mais t'apprends à vendre, t'apprends à hooker les gens. Moi j'avais un hook qui était en fait je faisais une espèce de loterie, et donc je leur donnais les cartes étaient tirées au sort, et donc tu tirais au sort, il y en a un qui tirait au sort une bonne carte dès le début, et donc ça hookait les gens, et puis après forcément t'avais pas des bonnes cartes, et puis tu payais plus, et puis après t'en avais une, etc. Donc tu restais hooké, et donc un peu comme au casino, quoi. Mec, la FDJ avant tout le monde, quoi. J'ai appris ces mécaniques-là assez petit, quand j'étais petit. Alors évidemment, c'est pas des choses que je fais aujourd'hui, tu vois, mais c'est des mécaniques marketing et commerciales basiques, que j'ai découvert assez tôt. Mais j'ai découvert aussi que j'aimais bien faire en gros l'acte de vente, l'acte de la négociation. C'est des choses qui me plaisaient bien, le contact, la relation, et puis voilà, j'aimais beaucoup ce truc-là. Mon père, après, il est aussi un peu vendeur, c'est-à-dire que lui, comme il n'a pas été capable d'épargner, il était toujours un peu fauché. Il fallait toujours qu'il trouve un truc pour boucher le trou, tu vois. Parce que, donc, lui, il avait toujours cherché des business des business un peu à l'arrache, foireux. Improbable. Donc, les deux, ils m'ont appris un peu à le hustling, tu vois. Je dirais. Ok, trop bien, énorme, rigolo. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait le STP, une prépa, et en même temps tu as fait la Sorbonne. Ouais. Tu as suivi les deux en parallèle, c'est ça? Ouais, cursus de droit à côté. Ouais. Pourquoi? Ah, mais t'as raison, j'ai voulu faire avocat un court moment aussi. Parce que ça me semblait assez évident. Enfin, j'ai vite découvert en fait que Attends, je vais te la refaire. En gros, je voulais. Enfin, moi, le vrai sujet, c'est que j'aime avoir les clés du camion, être maître de mon destin. Le droit. Moi, ce que j'ai compris et qui se confirme dans ma vie de tous les jours, c'est au cœur de tout. C'est-à-dire que tu as toujours au final besoin d'un avocat quand tu as une boîte. Encore plus quand moi je suis dans le business d'investir dans des boîtes. Donc, tu multiplies le nombre de boîtes avec lesquelles je bosse parce que c'est mes clients. Puis après, j'ai évidemment des prestataires aussi, mais j'ai du juridique dans tous les sens. Mais déjà avant, j'ai compris qu'en fait, si tu maîtrisais le droit, demain, quand tu as un souci, tu peux te défendre tout seul. Et j'aime pas trop l'idée de devoir être dépendant de quelqu'un, ou de devoir. J'ai pas de problème à appeler à l'aide et faire venir des gens qui sont experts, plus experts que moi sur les sujets. Mais j'aime quand même comprendre les choses. Et donc au début, je me suis dit, je vais faire un cursus de droit en parallèle. Ça me permettra pas d'être avocat, mais de comprendre. D'être comprendre et pouvoir me débrouiller. C'était vraiment cette idée, il me faut un socle commercial marketing. J'ai vite compris quand j'ai fait l'école de commerce que ça allait, c'est pas le truc que j'allais apprendre là, ça allait s'apprendre sur le tas, et que j'avais quand même 2-3 instincts qui allaient me servir. Mais il y a des sujets sur lesquels tu peux pas, tu peux l'apprendre sur le tas, bien sûr, mais avoir des fondamentaux, des bases théoriques, pour le coup, c'est un peu plus clé. Et donc, j'ai fait une licence de droit en parallèle. Et comme je voulais pas devenir avocat derrière, j'ai pas continué plus loin que ça. Mais ça me sert tous les jours parce que je vois bien qu'au quotidien, je comprends l'esprit d'une loi et d'une règle, ce qui me permet de challenger des avocats qui, quand même pour la plupart, exécutent, mais sont très très linéaires, quoi. C'est-à-dire que l'avocat... Strictement ce qui est écrit. Ouais, et en fait, l'avocat, tu dis, mais attends, on pourrait pas faire comme ça ?
Il fait ah oui, si on pourrait. Je fais bah tu veux pas me le proposer peut-être en fait. Il fait pas là tu m'expliques qu'il y a un problème et que c'est comme ça et donc du coup on se retrouve avec quelque chose qui est pas satisfaisant. Ouais. Je te donne une idée, si je suis pas moi l'avocat, tu m'expliques que ah oui si on peut s'y faire comme ça. Bah je sais pas, fais le travail en fait de juste de me proposer des scénarios, non Ouais. mais ils le font pas. Ça fait partie de ces gens qui sont des experts. Ouais. Et parfois, les experts se perdent dans leur savoir, leur technique. Donc, si tu as ces bases et que tu comprends un peu, voilà. Et c'est pareil avec les devs, c'est pareil, c'est pareil dans toutes ces disciplines où tu as des experts très techniques. Si tu comprends ce qu'il y a derrière, tu peux leur proposer des scénarios et puis tu t'aperçois que potentiellement ils sont possibles, réalisables. Et ça fait, quand tu parlais, ça me fait penser à la liberté. Tu vois, t'en as déjà parlé un peu aussi, mais au final, c'est comprendre, c'est aussi être libre. Ouais, je trouve. Ouais, complètement. Voilà, comprendre, de dire. Alors, tu dis effectivement, il faut s'entourer d'experts, et puis même souvent on dit qu'un bon entrepreneur s'entoure de gens meilleurs que soi. Bien sûr. Mais le fait de comprendre certains sujets, ça te permet aussi d'avoir une liberté d'esprit et donc de pouvoir rebondir, comme tu dis, ou même proposer à l'avocat la meilleure proposition. Donc ça revient à cet aspect de liberté, je trouve. En tout cas, après, c'est aussi, ça dépend de chacun. Hein. Il y a des gens qui sont hands-off complet et moi, j'ai pas de problème à déléguer complètement. Maintenant, si je suis là et que je suis dans la réunion, je suis dans l'échange, si je peux apporter quelque chose, tant qu'à faire, c'est mieux. Yes. Donc quand tu fais Sorbonne ESCP, tu sais ce que tu veux faire après déjà ou pas? Ou est-ce que ça devient un peu plus flou à ce moment-là? Parce que tu le disais tout à l'heure justement avec ce côté, tu fais des oraux et t'as pas des bons résultats parce qu'en fait tu dis quelque chose qui te correspond peut-être pas, tu parles de marketing et tout. Est-ce que c'est parce que tu entres dans un engrenage d'école de commerce et donc tout le monde veut faire ça et donc tu te dis tiens, c'est peut-être ce que j'ai envie de faire aussi. Tu peux nous parler un peu de ces années-là, tu vois. J'ai aussi fait une école de commerce, donc je peux comprendre l'aspect, tu vois, tout le monde va par là, donc c'est soit finance, soit marketing, j'exagère, mais... C'est vrai, mais c'était ça. Non, c'était complètement ça. J'ai au début pas complètement accroché sur la partie juste finance, parce que je l'ai au début vu un peu comme théorique, et les profs que j'avais, à l'ESCP en tout cas, là aujourd'hui c'est une école qui est très tournée entrepreneuriat. C'est devenu le truc, parce qu'on a fait sortir... Il y a Julien Sylvain de Teddy Bear de ma classe, qui était de ma promo, et qui est un de mes meilleurs potes aussi, qui est sorti de là. T'as Jérémy de Welcome to the Jungle qui est sorti, pareil, même promo. Il y a nous, on est tout un petit groupe d'entrepreneurs qui sont sortis des premiers programmes d'incubation qu'ils ont lancé. Vraiment, c'était sur ma dernière année d'école de commerce. On était le début. C'était vraiment le début. Il y avait une promo avant nous. Et ils ont commencé à développer le sujet de l'entrepreneuriat et c'est devenu une école connue pour l'entrepreneuriat depuis maintenant quelques années. Au moment où je suis rentré, c'était pas du tout le cas. C'était ESCP, classement, Financial Times, blabla. Donc c'est finance, CAC 40, conseil. Voilà, les voies royales, c'était McKinsey, BCG et puis boîte du CAC 40 en finance, un marketing, ok, why not, mais voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai compris effectivement rapidement que c'était pas, j'allais pas forcément, que l'idée de carrière, ça me plaisait pas. Ok. Pourquoi? C'est cette idée la carrière. Pourquoi ça me plaît pas? Parce que. Et donc encore aujourd'hui. Non, oui, parce qu'en fait c'est simple. Quand tu fais une carrière, tu es dans un track de... en fait, je pense que c'était lié à ma nature d'entrepreneur. De toute façon, c'est que c'est un track un peu linéaire. Tu es dans une boîte, tu gravis les échelons, il y a quelqu'un qui te dit que tu peux monter. Enfin, tu vois qu'il y a cette... Il y avait en tout cas un fonctionnement, alors qui n'est pas le fonctionnement que je mets en place dans ma boîte, tu vois, où je donnais énormément de liberté dans les évolutions en verticale, en horizontale. Les gens peuvent grandir et passer des échelons de seniorité très vite, mais tu comprends vite que dans les boîtes, tu y es pendant 15 ans et tu évolues doucement pendant 15 ans. L'idée d'évoluer doucement, pas avec moi, avec ma personnalité. Je suis patient, mais pas vraiment. Ouais. En fait. Donc, je suis patient, mais pas vraiment. Elle est belle celle-ci. C'est-à-dire que je sais que les choses vont prendre du temps, mais je prends pas mon temps. C'est-à-dire que ok, il va me falloir 5 ans pour atteindre 1 milliard, mais j'ai fixé un cap d'1 milliard. Donc, ça veut dire que tous les ans,
je multiplie par 2 mon revenu, mon volume d'investissement. Je double en gros, je deviens 2 fois meilleur tous les ans. Ouais. C'est ça le rythme. C'est pas 20%, 30, voilà, 10, 20, 30%. Non, c'est x2, pas moins, et c'est comme ça. Ouais. Et on se parlait tout à l'heure des... tu avais l'air étonné sûrement qu'on fasse des évals, un séminaire trimestriel. Ouais. Ça, c'est directement lié à la culture, en fait, cette culture-là aussi d'aller vite. C'est qu'en fait, plus je rapproche les séminaires qui sont en fait des occasions de fixer, partager des objectifs, réalisation objectifs, plus je rapproche les évaluations. Et en fait, plus je suis obligé d'atteindre des jalons et puis de réajuster très vite mon cours pour atteindre l'objectif annuel. Ouais. Voilà, et ça me permet de fixer des objectifs. En fait, si j'avais un séminaire annuel et des objectifs et une évaluation annuelle, ce que je fais en 1-2 trimestres, je le ferai en 1 an. Ça, j'en suis persuadé. Tu vois. Donc, voilà. Ok, cool. Ouais, en sortant de l'ESCP, si je n'abuse, tu bosses ou non, tu es consultant à ton compte pour des restaurants, c'est ça? Ouais, alors je fais, en fait, quand je sors de l'ESCP... Parce que tu as quand même été salarié avant d'entreprendre et d'être full entrepreneur, c'est ça? En gros, quand je sors de l'ESCP, j'ai fait aussi 6 mois aux US, où là, c'est clair et net, c'est bon, c'est sûr et certain, je suis entrepreneur, c'est ça que je vais faire, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ok, je reste, parce que je m'étais tellement, je pense, posé la question, et étant petit, je pense que depuis que j'ai, je sais pas, même 15 ans, je fonctionne avec des objectifs et je réfléchis à super longtemps. Je réfléchis à 5 ans, à 10 ans, tu vois, alors que je suis un gamin. Quand je suis arrivé dans l'école, après 2 ans intenses de prépa, c'est pas forcément les 2 années les plus fun de ma vie. La prépa, c'est rarement des années fun, je non, crois. Et puis pour un profil comme moi qui aime bien l'échange, qui aime bien voir du monde, c'est pas être non-stop en isolation sur des exercices théoriques, etc. C'est pas forcément mon truc. Même si je sais faire, et c'est pour ça que je suis patient, c'est que je sais me foutre 2 ans et faire quelque chose que j'aime pas pendant 2 ans, non, à haut niveau d'intensité. J'ai pas de problème avec ça parce que je connais mon but. Donc en fait, je sais ce qu'il y a après. Je sais ce qu'il y a après. Et j'ai toujours réfléchi comme ça. Donc après, bref, quand j'arrive à l'école, je me suis détendu pendant juste 2 ans. Je suis allé tranquille. Et donc après, c'est revenu effectivement. Du coup, j'ai fait des stages en marketing et en conseil pour garder une palette un peu ouverte. Voilà. J'ai fait exprès de faire 2 choses différentes pour garder la palette ouverte en me disant, de toute façon, ça permettra, si je dois... Mais j'avais déjà cette idée que potentiellement j'aurais une boîte, je monte une boîte, donc il faut que je connaisse le market, il faut que le conseil, c'est très transverse, donc je vais faire ça. Et quand je sors de l'école, je reviens des US, j'ai pas d'idée de quelle boîte je vais monter, mais le restaurateur en bas de chez moi a une idée un peu folle. C'était un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, et il est en bas. J'avais commencé à échanger avec lui parce que il avait des problématiques il voyait que son restaurant n'était pas plein tout le temps, et alors que l'offre est bonne et le pricing était bon et pas de sujet. Et en fait, en discutant, je lui ai proposé de l'aider avec un deal de revenus chers. C'est simple, je lui dis, de toute façon, pour le convaincre, et parce que moi-même, je ne connaissais pas vraiment les tarifs et que ça ne m'intéressait pas trop de bosser pour 2000 balles, tu vois, voilà, je lui ai proposé un deal où en gros chaque client que je rapportais, chaque lead j'allais rapporter et je faisais une mesure en fait de l'avant-après mon intervention. Je devais prendre 10 balles par client, quoi. Voilà. C'était un panier moyen à 150, donc c'était très honnête. Et ça avait vite fait beaucoup. Voilà. Et donc on a discuté, et donc rapidement il m'a parlé de cette idée de faire un bus étoilé. Donc sorte de péniche, mais sur un bus pour aller au plus près des monuments. Et du coup tu prends ton entrée devant le Panthéon, et tu fais le dessert, tu es sous la Tour Eiffel. Voilà, c'était un peu l'idée. Je dis ok, ça a l'air fun, j'aime bien manger, j'ai toujours été attiré par la cuisine parce que je suis un bon vivant, j'aime bien la cuisine, donc tu vois, pourquoi pas. Et j'ai bossé là-dessus pendant
Un peu moins d'un an, à peu près un an quoi en gros, enfin gagné des concours, fait le BP, mais bon j'ai fait l'erreur de bosser beaucoup je dirais en chambre et sur un sujet sur lequel j'avais pas encore tout de suite la faisabilité technique. Parce qu'en fait, ce qui bloquait déjà en step 1, c'était de pouvoir homologuer le bus. L'homologation pour un véhicule, hein, ça te permet d'autoriser la mise en circulation de ce véhicule quand tu as un véhicule justement qui sort de l'ordinaire. Enfin, tous les modèles que va sortir un constructeur automobile sont homologués. C'est pour ça qu'ils peuvent te les vendre et que tu peux rouler avec. Quand tu crées un nouveau véhicule, faut l'homologuer. Un bus avec cuisine globalement. Un bus avec cuisine, etc. Donc ça a été compliqué. Et puis bon, j'avais plus de thunes, donc j'avais pas d'argent de poche quoi, de côté. Donc je suis allé chercher un job et je suis parti. Mais je suis parti naturellement dans le conseil parce qu'il me fallait quelque chose qui me permette plus facilement derrière d'aller pouvoir lancer une autre boîte. Donc conseil c'était bien parce que j'allais voir plein de problématiques différentes, j'étais pas spécialisé sur un truc. Voilà. Cool. Donc tu pars chez Accenture pour le coup, avec cette logique de dire bon, je sais que je vais y passer qu'une certaine durée. Du coup, c'est à peu près 2 ans, comme la prépa, plus ou moins. Exactement. Tu vois, avec cette logique de ok, je vais un truc un peu safe aussi financièrement, je gagne de l'argent pour après relancer quelque chose. J'allais faire, je savais, enfin au début j'y suis rentré en disant je fais 2-3 ans, 4 ans grand max, mais je me tourne pas les pouces. J'essaye d'aller le plus vite possible, d'aller le plus haut possible, d'avoir vraiment, je voulais vraiment faire de l'expérience. Le salaire c'était bien, c'était ok, j'étais content. Hein, j'avais jamais gagné autant. Tu vois, entre guillemets. Attends, je vais gagner rien. Mais c'était surtout l'expérience. Je voulais accumuler vraiment de la bonne expérience, donc j'ai très vite, ceux avec qui j'allais manger, je traînais, c'était pas ceux de mon niveau, c'était c'était ceux des niveaux au-dessus, et c'était pas pour des raisons politiques. C'est ça m'intéressait, et puis on s'entendait très bien, et deux, je voulais gagner de l'expérience, et j'ai vite été propulsé en lead de mes missions, quoi, tout de suite, parce qu'ils ont vu que j'étais pas pareil j'étais pas dans le moule, quoi. J'avais vraiment déjà cette mentalité d'entrepreneur où les gars je gère, c'est bon, j'avais cette capacité à gérer le truc tout seul, à parler à des clients et au Comex d'une boîte du CAC 40, il n'y avait pas de problème. Donc tu fais 2 ans chez eux, après tu cofondes Weevil. Alors Weevil c'est je te fais en gros je fais 2 ans et demi et je pars sur Bulb in Town, qui est en gros l'ancêtre, l'origine de Tudigo, qui est une plateforme de crowdfunding de proximité. Le principe, c'est les gens peuvent soutenir des projets de leur quartier, de leur région. Ils donnent 10, 20, 30, 50 euros. En échange, ils ont un repas, ils ont un produit, ils ont une invitation à l'inauguration. Et donc, je démarre ça. Et Stéphane, mon associé d'aujourd'hui, me rejoint au bout de, je pense même pas un mois. Parce que lui, à ce moment-là, il était en transition. Il avait quitté son job de conseiller en strat aussi. Et puis il se cherchait, en gros il était en train de chercher un job en bizdev, dans le digital, il savait pas trop. Et comme moi j'étais en train de bosser sur, parce que là pour le coup je voulais pas faire la même erreur que la première fois, je voulais aller tout de suite générer du chiffre. Et la première étape ça voulait dire très vite sortir le produit, très vite aller voir les premiers clients. Donc à l'inverse de l'autre, j'ai pas fait de BP. Ça m'a joué des tours après pendant quelques années du coup, mais en gros en 3 mois j'ai sorti le site, quoi. Entre le moment où j'ai décidé ok je pars d'Accenture et je le sors, je pense qu'en 2 semaines j'ai trouvé un développeur qui nous a ensuite accompagné pendant 7 ans, 8 ans, Paul Louis, qui était en freelance pendant longtemps, qui en avait quelques parts qu'on lui rachète aujourd'hui, il est content, on lui fait un joli chèque. Et j'ai un pote qui était designer graphiste que je connaissais du collège, et donc je lui fais tiens tu peux me faire un design, toi tu peux faire le site, ok c'est cool, et on a sorti une première version de la plateforme au bout de 3 mois. Donc moi je travaillais beaucoup là-dessus, plus il y avait des concours, je pitchais sur les concours, et puis je faisais les dossiers, et lui il travaillait sur la stratégie d'acquisition de clients et la stratégie de bizdev.
Ok, ça marche. Ouais, donc Weevil, c'était pas le premier truc. C'est Non, plutôt de voilà, côté, et mais Weevil, t'avais c'est ce un projet-là à side truc côté, qu'on a lancé parce que on était en gros dans le collaboratif. Ouais. Moi, chez Accenture, j'avais déjà monté une plateforme en fait d'innovation collaborative qui en gros te permettait à tout le monde de soumettre des idées, ensuite de créer le projet, de gens de voter, de créer le projet. Et en fait, en bossant avec les chambres de commerce, puis en fait avec ensuite les collectivités, on s'aperçoit que au début, on échange sur le crowdfunding parce que ce qui les intéresse, c'est de faire participer les habitants et de montrer qu'ils sont dans le collaboratif. Et du coup, en leur pitchant cette idée, en fait, qui n'existait pas vraiment, il n'y avait pas trop le budget participatif à l'époque. Et en fait, les gars accrochent et donc on voit qu'il y a une opportunité de lancer un autre truc qui en fait, d'un point de vue technique, est super simple par rapport à ce qu'on avait déjà en existant. Parce que c'était des pages à générer, etc. Bon, donc on fait un premier MVP un peu cracra qui nous permet de faire du chiffre. Et puis il faut savoir qu'à cette époque-là, justement, comme j'avais pas fait de BP, en fait, on s'est aperçu, c'est pas comme si on s'est aperçu parce qu'on est resté empêtré dedans pendant quand même longtemps, que globalement, des collègues de crowdfunding en dons, où en gros la moyenne, tu vois, nationale, c'est 5 000 euros par projet, sur lesquels tu prends 8%, donc ça fait 400 euros par client pour aller chercher un projet, faire la page projet, préparer une campagne de communication, gérer toutes les transactions, c'est ridicule, quoi. Tu vois, c'est des jours de travail pour gagner 400 balles, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais du coup, à côté de ça, on essaie de trouver d'autres façons de tenir la barque à flot, quoi, et de rentrer du chiffre. Et c'est là que on imagine d'autres choses, comme Weevil, comme par exemple le licensing de la plateforme en marque blanche. Et donc pour Bulbintown, on a créé des plateformes. On a eu un moment une trentaine de plateformes de crowdfunding connectées à Bulbintown. Des plateformes locales, tu vois, de chambres de commerce, de régions, voilà, même avec le Crédit Agricole, avec la SOG, avec le journal de l'Occitanie, avec la Dépêche, avec la Dépêche du Midi, qui permettait, de ramener du flux de projet sans que nous, on aille le chercher, et puis deux, en fait, sur tout ça, il y avait des setup fees et puis de l'abonnement. Donc, ça permettait d'avoir des revenus plus prévisible et puis plus important aussi que ce que nous rapportait la volumétrie de collecte qui était quand même très basse, quoi. Et donc quand vous lancez Bulbintown, t'as quoi en tête? Parce que donc c'est devenu Tudigo, c'est vraiment une continuité, on viendra parce que c'est en 2018 qu'il y a un petit switch, en tout cas que ça devient Tudigo. Mais donc vous avez quoi en tête? En fait, c'est un peu idéologique, Bulbintown, tu vois, quand je lance. Ça rejoint ma vision du monde et c'est mon retour à la... Disons que quand je pars en immobilier, en immobilier, parce que l'immobilier j'en ai fait aussi à côté de ça. Non, parce que je ne l'ai pas dit, j'allais un peu revenir là-dessus, je voulais parler d'investissement, parce que ça fait déjà quelques années que tu es investisseur. En fait, voilà, quand j'ai pris donc je fais ma première expérience entrepreneuriale, je m'aperçois de quelques erreurs que je fais, plus il y a un sujet d'argent, je me dis, attends, c'est vrai que si je me rappelle un peu ce que m'a appris maman, c'est que globalement, il faut assurer tes arrières, il faut créer le toit pour ta famille que tu n'as pas encore. Voilà. C'était un peu ça la leçon, je pense, que je retiens de ma mère et puis de mon père, en fait, c'est de dire, moi je vais assurer cet avenir. La seule façon que je connaissais de le faire, c'était de créer des revenus passifs, en l'occurrence des revenus locatifs, et donc de créer un patrimoine immobilier. Donc, pour ça, je savais qu'il fallait un salaire et qu'il fallait ensuite, après, il aurait fallu des apports, mais potentiellement juste un salaire, ça pourrait le faire. Donc, dès que j'ai mon premier job, je suis allé, je pense, j'ai même pas attendu la fin de la période d'essai. Je suis allé voir le banquier au bout d'un mois. Voilà, ça c'est mon salaire, machin. Ça c'est les cibles que j'ai déjà identifiées. Ça c'est ce que je vais en sortir en termes de loyer. Regardez, ça couvre 2 fois les mensualités, potentiellement du crédit. Est-ce que vous me suivez? Bon, il y en a 2 continents. Il y en a un qui a dit oui parce que il avait la délégation pour faire et que j'avais que des apparts qui coûtaient entre 40 et 60 000 euros à l'époque, donc c'était suffisamment petit pour que chaque prêt passe comme une lettre à la poste. Sauf que j'en ai fait 10, tu vois. Donc j'en ai fait 10 en 1 an et demi, quoi, comme ça. Donc, mais ça, c'est parce que je savais qu'il fallait que je commence tôt et que ça, 10 ans après, 15 ans après, c'est bon, tu vois. T'es tranquille, t'as remboursé ton prêt, c'est full cash et t'as un actif. Si tout t'arrête, t'as ça. C'est bon, t'as un truc de côté qui va valoir... aujourd'hui qui vaut plus d'1 million, tu vois, donc qui a pris de la valeur en plus aussi parce que c'est l'immobilier. Donc ça, c'est ce que j'avais prévu parce que je savais que quand j'allais relancer une boîte,
Bon, il y avait le risque de fail. Pour moi, il était de 95%, tu vois. Je pense. Je savais, mais j'étais très conscient, tu vois, du sujet. Donc, enfin, je dis ça. Très franchement, je dis ça, mais j'aurais pas dû le faire, du coup, parce que je suis un minimum mathématique. Mais je savais que c'était une éventualité. Et cette fois-ci, je dis, bon, j'ai pas envie de devoir arrêter et de repartir sur un job parce que, justement, j'ai pas les arrières. On va commencer à faire ça. Et puis, ça me permettra d'être un peu plus... je dirais détendu sur la montée en puissance. Voilà, ça plus le chômage, ça c'est le bon truc de la France aussi. Voilà, pas pour rien que je suis resté plus de 2 ans en job. Voilà, c'est pour avoir 2 ans de chômage. Donc ça me permettait d'avoir 2 ans où je pouvais essayer de trouver le modèle sur ce que j'allais faire. Ouais, ok. Très bien. Et donc là, c'est ma partie très pragmatique. Quand je fais le conseil, etc., je suis très pragmatique. Tu poses les bases au final. Je pose les bases et j'ai une vision très voilà, c'est le job, c'est pour gagner de l'argent. Sauf que je me souviens au bout d'un moment, je me souviens que à l'origine, parce que tu l'oublies quand tu es dans le job, tu es en conseil, tu as un engrenage, tu es bien vu, tu as ce côté où voilà, tu as un statut que tu n'as pas, parce que tous tes potes, quand tu étais entrepreneur tout seul sur ton projet de bus resto à la con, c'est super, hein. Bon, tu vois bien quand même. C'est sympa, c'est mignon, mais c'est sympa, c'est mignon. Pas considéré comme. Mais du coup, tu gagnes de l'argent. Bah, non. Effectivement, donc t'es pas considéré, t'es chez toi, tu vois, t'as pas vraiment d'échange avec ça. Il n'y avait pas des coworking à l'époque, il n'y avait pas des groupes d'entrepreneurs, il n'y avait pas tout ça. Hein. Entrepreneur, c'est un peu la loose. Très franchement, à l'époque, c'est courageux, quoi. Tu vois, c'est ce que te disent les fonds quand ils veulent pas investir chez toi. Bravo, hein. Ah ouais. À la fin du rendez-vous. Tu connaissais pas ça, peut-être? Non. J'adore. Quand on te dit bravo à la fin d'un rendez-vous et qu'on signe pas un truc, c'est bravo, ça veut dire que c'est no go. Wow. C'est un no go de quelqu'un qui est pas capable, qui a pas les balls, tu peux le dire, de te dire non. Moi, je fais pas. Hein. Moi, je dis non. Hein. Je dis non. Je lui explique pourquoi, parce que. Franchement, si tu es entrepreneur et que tu peux pas l'encaisser, faut pas continuer. Clairement. En revanche, si je te le dis et que je te donne, ça te servira. Parce qu'en fait, ça veut pas dire que tu es mauvais, tu n'as juste pas eu quelqu'un qui t'a donné des feedbacks. Ces feedbacks-là, ils vont avoir 2 choses. 1, tu vas repérer des choses. 2, ça va peut-être en fait te donner envie de me donner tort plus tard. Et c'est vachement bien. Ouais. Voilà. Moi, j'ai beaucoup, enfin en tout cas, ça fait partie de. Il y a certains qui ont ces drivers-là. Moi, c'est un de mes drivers qui m'a amené. Enfin, ça a été un de mes drivers. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Dans ma construction, c'est de donner tort à quelqu'un. Enfin, j'ai donné tort à mes parents, donné tort à mon père, donné tort ensuite à tel autre mec qui va au fond que j'avais pu rencontrer au début. Donc ça, je sais que ça peut donner ça a beaucoup plus de valeur pour la personne qui est en face de toi qu'un bravo qui le brosse dans le sens du poil. Lui, il sait même pas, parce qu'en fait, comme il le sait pas, il pense que c'est super. Le pire truc, c'est qu'en fait, il revient chez lui, chez ses amis ou chez ses associés en disant « Je pense que ça s'est bien passé, il m'a dit bravo, tout ça. » Bah non, ça veut dire que c'est mort, en fait. Ça veut dire que c'est mignon, mais que ça l'intéresse pas. Voilà. Le pire truc. Et bravo et le courage, ok. Bravo et courage, exactement. Bravo et courage, c'est chaud. Pourquoi on disait ça? On repart sur les débuts de Bulb in Town et l'idée que vous vous en faites au départ. Donc tu es dans l'engrenage, voilà, tu as le job, tu as tes costards, tu as un bon statut, tu progresses, on te donne le statut suivant, tu as des augmentations, tu fais tiens, je gagne plus d'argent, je pensais pas gagner. Enfin, tu vois, tu t'étais pas imaginé quand tu étais dans ta ZEP que tu allais gagner 60 000 balles par an. Voilà, ça te semble énorme. Ta mère, elle a jamais gagné quand elle était salariée plus de 1500, 2000 euros par mois. Tu vois, donc c'est ce que tu as connu. Et là d'un coup, tes parents, ils sont trop fiers en plus. Ils n'étaient pas trop fiers quand tu faisais ton petit projet. Et là, c'est à mon fils, ils sont fiers. Tu sens que. Donc c'est pas simple. Mais te revient le truc d'un coup et tu as ce truc, tu me dis attends, mais moi j'étais. Ok, en fait, moi j'avais quand même cette idée-là. Et pourquoi? Et parce que j'avais cette envie d'impact. Et puis, coup de bol, je suis sur une mission pour une grosse banque, sur la banque de demain.
Et pendant l'atelier que j'anime, parce que je leur ai monté un programme d'innovation et je leur imaginais la banque de demain, les clients, ils me sortent une idée qui résonne vachement avec moi, qui est cette idée de j'aimerais bien que mon argent, je le mette à côté de chez moi. Voilà, pour aider parce que je visualise, parce que c'est plus concret et parce que ça me permet d'avoir un impact localement. Et j'aimais bien cette idée, vu que j'avais bossé avec les restaurants aussi avant, de me dire, OK, on va avoir un impact à notre échelle, et après ça dupliquer. Et si j'ai plein d'impacts locaux, après j'ai un impact global. Et cette idée il y avait cette idée aussi de financement, et qui était, je vais remettre dans les mains du peuple le pouvoir de dire qui va pouvoir développer son projet, qui va avoir l'argent pour le faire. Ça rejoint un peu ma vision aussi du monde, qui est de ne pas vouloir mettre le pouvoir dans les mains d'un petit groupe de personnes. Je suis tout contre une vision élitiste, en fait. J'aime cette idée de distribuer les décisions, distribuer les décisions tout court. Donc ça serait valable en politique, et c'est valable dans la partie financière. Et donc Bulb in Town, c'est cette idée-là, dès le départ. C'est, on va financer des projets du quartier, et puis tout le monde, à son échelle, va mettre 10, 20, 50, 100 euros, etc. Ça va permettre à quelqu'un de pouvoir lancer son projet. Ok, et au début, ça fonctionne, ça se passe bien? Ça se passe bien dans le sens où on trouve vite des premiers clients. Après, c'est laborieux d'un point de vue revenu, parce que ça ne scale pas à des niveaux qui permettent d'en vivre. C'est-à-dire que la première année, on fait quoi? On fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième, on en fait 50. La troisième, on en fait 150. Waouh! C'est quand tu es déjà deux, plus beaucoup de stagiaires au début. C'est light, quoi. C'est light. Donc bon, l'avantage, c'est que je pense qu'il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui aiment beaucoup l'idée qu'il y a derrière et qui se disent que ça peut devenir autre chose. Et moi, j'avais déjà cette idée dès le départ, en fait, d'en faire de l'investissement pour que ça soit plus gros, et parce que j'adore l'investissement, en fait, depuis longtemps, tu vois. Et qui investissent chez nous en 2016, qui investissent 200 000 euros, coût de 5, 10, 20 000. Voilà. Donc, c'était déjà une mini-campagne de petit crowdfunding, de crowd equity, mais des gens qui nous suivent, des gens qui nous avaient mentorés, parce qu'on avait rejoint un réseau qui s'appelait le Mouji à l'époque, de jeunes entrepreneurs avec des mentors. Et on avait Jean-Pierre, qui était qui est chef d'entreprise d'une grosse boîte, et qui avait toujours été... très qui nous a accompagnés, hyper bienveillant, qui nous donnait plein de super conseils, et puis qui voyait qu'on avait quand même des tripes, je pense, et puis deux, qu'on était quand même bien câblés. On n'avait juste pas trouvé la bonne façon de faire. Mais donc les gars nous suivent, se disant que ça peut devenir quelque chose, et donc ça nous permet de lancer les premiers recrutements. Et puis là, rapidement, on trouve un autre modèle, qui est ce modèle de mettre des marques blanches, qui nous permet d'avoir plus de revenus. Et d'aller comme ça jusqu'à 2018, où on va vraiment lancer l'investissement, et démarrer l'investissement, et sous la forme de Tudigo. Voilà. Justement, 2018, il y a un switch qui s'opère, comme tu dis, déjà dans le nom, mais pas que. Pourquoi ça arrive à ce moment-là, et là, pareil, pourquoi avoir... envie d'aller encore plus vers l'investissement, quoi, tout simplement. En gros, la réglementation qui permet ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir qui est la réglementation sur le financement participatif, que Macron et Montebourg, en gros, ont poussé, elle date de 2015-2016. Donc nous, on a eu l'agrément pour faire ça au tout début, déjà en 2000. On était quatrième agréé, je crois, à l'époque. Donc on était avec 3 autres plateformes, les premiers agréés pour faire de l'investissement participatif. Sauf que on a notre activité de don à côté, et les marques blanches qui génèrent du revenu. Et on est quand même comme ça, on est flippé, tu vois, ça se voit pas à l'écran, le micro, évidemment, les gestes que je fais. On est flippé d'arrêter quelque chose qui, pour le coup, permet de payer les factures à la fin du mois et les salaires. Donc on a le gros de 90% des ressources qui est là-dessus.
Et globalement, l'investissement, en fait, on le lance Stéphane et moi. C'est que c'est nous deux qui qui allons chercher les projets et qui faisons les notes d'investissement, qui gérons la campagne de communication. Enfin, on fait tout, quoi. On fait tout. C'est moi qui avais fait à l'époque le premier dossier même d'agrément, et qui est un dossier. C'est pour là que le droit m'a servi, tu vois. J'ai fait quand le dossier pour être agréé, c'est moi qui l'avais fait parce que j'avais aussi des connaissances et une compréhension du droit. Du droit, quoi. Et donc, en fait, pendant 2 ans, en gros, on teste. C'est-à-dire qu'on fait 2 projets. Je pense que chaque année, on a fait 2 dossiers, quoi. Donc, c'est tout petit. Mais ça nous permet de voir comment ça marche. Déjà, le premier, c'est gros stress. Est-ce que ça va marcher ? Parce que là, d'un coup, tu passes de je levais 5 000 euros et c'est pas grave si ça foire, à cette fois-ci, c'est mon truc où on va faire 500 000 euros. Donc... Tu fais une grosse marche, un gros changement d'échelle, tu as un petit coup de stress, mais ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'au début, on fait des levées communautaires, qui est ce que font les plateformes de crowdfunding qui type existent. Ulule, KissKissBankBank, etc. Alors, crowdfunding, Ulule, KissKissBankBank, oui, ça c'est sur le don, mais tu pardon. vois, les Lita, les WeSeed, les Crowdcube, toutes ces plateformes-là, en fait, font du crowdfunding en version juste communautaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment de communauté qui investissent. Ils se reposent sur les porteurs de projets qui vont communiquer sur leur base, comme sur du don contre don, et qui vont mettre, mais il n'y a pas cette démarche d'investissement derrière. Et c'est pas ce que je voulais c'est pas ce qu'on a nous aujourd'hui, c'est aussi un switch qu'on a eu, mais c'est ce qu'on a fait au début, parce que de toute façon, on n'avait pas de base. On n'avait pas de base, on n'avait pas de moyens. Parce que c'est pas l'argent qu'on avait levé là qui nous permettait de faire ça. Parce que j'ai vu comme on a vu naître le secteur, tous mes concurrents d'hier, parce qu'il y en a plein qui sont morts entre-temps, et ceux qui existent encore aujourd'hui, eux, pendant que nous, on était là à faire sur notre ce qu'on avait à dégager en peu de résultats, eux, ils avaient levé plusieurs millions. Donc, on a vécu dans un marché jusqu'à aujourd'hui où nous, on n'avait pas levé d'argent, et eux, ils avaient levé quasiment entre 5 et 10 millions, tu vois, sur les dernières années. Donc, on n'a pas de moyen de faire de l'acquisition digitale. Ça avait été une volonté ou pas c'est à moitié une... Alors oui, c'était une volonté parce qu'en fait, on n'était pas à l'aise avec on n'avait pas encore de quoi se dire ok, si on met de l'argent, on sait exactement quoi en faire. On s'est dit en 2018, on sait à peu près quoi en faire. Et puis il en fallait, parce qu'il fallait la trésor quand même. On avait 3-6 mois de trésor max devant nous, donc on n'avait pas vraiment de moyens d'accélérer. On avait quasiment toutes nos équipes sur le don, donc si on voulait même accélérer l'investissement, il fallait qu'on recrute des personnes. Et on n'est pas encore un vrai modèle avec de la renta qui tournait sur l'investissement. Donc en 2018, on a levé 1,2 million. Pareil, en fait, quasiment en crowdfunding, parce qu'en fait, on a shooté un mail à une sous-section de notre base d'investisseurs, et en 2 semaines, c'était plié, quoi. Donc, ça, je dis ça, c'est la partie sympa. On avait passé 9 mois avant à essayer de le faire avec les fonds, et on avait eu aussi on a vécu l'expérience de leveur de fonds, de banque d'affaires, un peu... Et je la citerai pas, parce qu'elle existe encore, mais je suis même pas fâché, parce qu'en fait elle nous a donné cette partie de ces mauvaises expériences qui te font comprendre la pain en fait de tes entrepreneurs, et 2 qui te donnent aussi de la hargne, de la haine, et une énergie, une colère que tu vas transformer en action. Ils t'ont dit bravo à la fin du rendez-vous ? Non, alors ils nous ont pris... Non, eux nous ont fait signer le mandat, ils nous ont fait payer des fees, le retainer, et surtout ils nous ont fait perdre 1 an, où globalement, à l'époque, c'était même... ils faisaient un dual track entre céder la boîte et lever des fonds. Ah ouais, d'accord. Et on s'est bien fait tourner en bourrique par une grosse banque, et avec qui on bossait en partenariat depuis longtemps, qui globalement, à la fin de 6 mois, où vraiment c'était done deal, quoi. Ils devaient mettre 2 millions sur la table, machin, nous disent ah oui, mais en fait, on va pas mettre parce que en fait, on a déjà investi chez... le concurrent, un concurrent qui est une plateforme de dons et de prêts, qui est qui pour le coup pareil, c'est ça qui depuis a périclité, quoi. Donc et parce que le responsable en fait des marchés pro, il aime pas. Quoi? Il a parlé, et puis en fait il a pas envie de le déployer. Je fais d'accord. Donc là en fait ça fait juste, nous on a mis entre parenthèses tous nos trucs, on bosse comme des chiens sur à la fois sur le business et sur la création d'un partenariat stratégique et la levée de fonds. On a engagé des frais d'avocat alors qu'on n'a pas de moyens, tu vois.
pour réussir pour avoir ce deal avec vous et faire un gros partenariat où on met des synergies, on distribue auprès des clients de votre banque, tout ça. Et en fait, là, le mec des marchés pro, parce qu'en fait, il a un peu la flemme. Il ne veut pas se rajouter un truc en plus, en fait, ça l'embête. Il veut pas prendre un risque aussi, parce que c'est un risque, en fait. Ouais. En fait, vous y allez pas. Mais surtout, vous me dites maintenant, vous pouviez pas en fait l'interroger, je sais pas, il y a 6 mois, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, je me rends compte que la levée de fonds d'aujourd'hui, le problème pour les entrepreneurs, c'est hyper long. On se parlait de 6 à 9 mois, c'est devenu un 9 à 12 dans le contexte actuel pour les gens. Ouais. Et c'était pas moins long sur des plateformes de crowd equity en vrai. 2, c'est hyper consommateur de temps pour l'entrepreneur. Et je suis désolé, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours réfléchi. Le job d'un entrepreneur, c'est pas de lever des fonds, c'est de faire du business, c'est de développer sa boîte, sa vision, c'est le business, c'est l'opéra. S'il n'est pas sur le business, qu'il est sur les fonds, s'il est en train de lever des fonds, il n'est pas sur le business. Et moi, les entrepreneurs qui viennent me voir, qui disent voilà, ils ont une traction qui est à tonnes, ou voire ils sont en décroissance, et ils me disent oui, mais ça c'est parce qu'en fait, après la levée de fonds, ce sera bon. Je fais les gars, après la levée de fonds quoi? Après la levée de fonds, tu appuies sur un truc qui marche et tu mets de l'argent dessus et puis t'accélères ta courbe de croissance quoi. Parce que tu sais comment tu peux accélérer. Mais c'est pas la levée de fonds, c'est pas un truc magique. Et donc voilà, nous en tout cas, on a du coup envoyé ce mail-là après ce long process, et c'est là qu'on a découvert à petite échelle la puissance potentielle de notre truc, parce qu'en fait, on s'était embêté pendant des mois, alors que là, en 2 semaines, on avait plié le truc. Donc c'est ok, il faut qu'on arrive à créer un système qui est pas consommateur de temps pour les entrepreneurs. En termes de livrable financier, questions-réponses aux invests, etc. Il faut que la levée elle aille vite. Et puis il faut qu'on puisse en fait assurer, si on prend quelqu'un, que la levée se passera bien. Donc notre système doit permettre ça. Au début, c'est passé par la sélection de projets sur lesquels on était à l'aise de faire ça. Donc il y avait des communautés, ça c'est en 2018, de 2018 à 2020. Et à partir de fin 2020, c'est passé par il faut qu'on arrive à devenir en fait quelqu'un on doit pouvoir être une place où les investisseurs ont envie d'investir et de réinvestir, pas parce qu'ils connaissent le projet, pas pour mettre 2000, 5000 balles, mais il faut qu'on arrive à convaincre des gens qui ont envie de mettre 50 000 euros, 100 000 euros, et donc qu'on puisse, par notre sélection, par le travail qu'on fait et par la relation qu'on va avoir avec les investisseurs, créer du repeat, convaincre toutes les tranches d'investisseurs de la population, et pas seulement juste les communautés des porteurs de projets. Ouais, complètement. Justement, tu parles de 2020. Il y a un switch aussi. Il y a le Covid, évidemment. L'activité, comme beaucoup, je crois, se détend un peu. Et tu as aussi ce switch avec cette finance durable. Est-ce que je peux appeler ça comme ça ou pas, qui rentre en jeu. Pourquoi vous mettez ça en place? Parce qu'aujourd'hui, sur Tudigo, il y a plein de projets engagés, pour le coup, qu'on vient financer. Quel est le switch? Comment ça se passe? Et pourquoi vous le mettez en place? On a Alice qui nous a rejoint comme late founder en 2016 et qui, elle, je pense que ça fait partie des premières personnes qui étaient déjà très portées sur l'impact, qui tu vois, avait inclus, qui avait une alimentation quasi végétarienne, qui se déplaçait qu'à vélo, qui pensait ses vacances avec l'empreinte carbone, et qui aujourd'hui d'ailleurs est très active dans tout ça, qui fait fresque elle est animatrice fresque du climat, elle est dans tous ces écosystèmes d'impact, elle a aussi ce combat que moi je partage parce que sur la diversité aussi, et notamment la parité des sexes, les femmes entrepreneurs, les femmes investisseurs, pour moi c'est super important. Enfin, pour Alice, on comprend pourquoi c'est important. Moi, ça l'est à titre perso aussi parce que c'est ma mère qui nous a élevés. Et donc, j'ai toujours eu une vision de la femme qui était plus que celle que la société peut avoir. Et donc, voilà, je veux que ça se reflète aussi dans la société. Et je pense que grâce à ce qu'on fait nous aujourd'hui, on peut en fait pousser ça, on peut amener des femmes dans l'investissement, on peut rétablir l'équilibre de financement des boîtes qui est, pour rappel, on a fait une étude récemment sur les séries A, les équipes strictement féminines qui ont levé l'année dernière sur série A et plus, c'est 4%. Ok, donc 96% c'est mixte ou purement masculine, et les purement masculines c'est c'est 70%. Donc tu vois, donc un vrai déséquilibre.
Le déséquilibre, alors sur les femmes, il est bien mesuré. Il y a un déséquilibre en réalité également au niveau des classes sociologiques et puis de la couleur de peau. Beaucoup moins mesurable parce qu'on est en France, plus mesurable aux US par exemple. Mais voilà, donc pareil, j'ai digressé. Ouais, mais c'est des sujets. 2020, qu'est-ce qui se passe ? 2020, c'est simple, c'est le Covid. Donc en fait, nous, on était au début, du fait de l'évolution de Bulb in Town vers. Quand on a fait de l'investissement, on a fait un peu comme avec Bulb in Town, c'est-à-dire qu'on avait des projets très locaux au début. Donc des restaurants, des bars, des fournisseurs de ces restaurants et de ces bars et autres lieux de vie ouverts au public qui n'étaient plus ouverts au public. Donc tu imagines bien ce qui se passe, tu imagines bien que les gens ne veulent pas investir là-dedans dans cette période-là. Et nous-mêmes, on n'est pas à l'aise de sélectionner des boîtes avec un contexte qui est celui-là, parce qu'en fait, d'un coup, ces modèles qui nous semblaient être des modèles beaucoup plus résilients que des startups digitales où ça a été en créé une du jour au lendemain et puis elle a disparu 12 mois après, en fait, d'un coup, paraissent beaucoup moins résilients. Donc, ça nous amène à nous poser des questions. 2, naturellement, en fait, la prise de conscience environnementale, elle vient et de l'envie de sens, elle vient chez tout le monde en fait pendant cette période, parce qu'en fait, tu es avec toi-même, tu vois aussi à quoi ça ressemble une ville sans voiture. Tout ça, ça fait que tu te dis, voilà, et tu réfléchis un peu à ce que tu veux faire dans ta vie. C'est pour ça que tu as eu plein de démissions, c'est pour ça que les gens ils veulent bosser vachement moins aujourd'hui, qu'ils veulent trouver du sens dans leur travail, les solopreneurs, les remotes, les nomades, tout ça. C'est parce que en fait, c'est une période où tu es avec toi-même et tu n'es plus juste en train d'aller au boulot pour prendre ton chèque et puis sans te poser des questions, tu te poses des questions. Donc naturellement, ça aussi se passe. Et puis numéro 3, chemin faisant, toutes les idéalistes évidemment viennent chez nous, mais surtout on se dit il faut qu'on pense en fait les business qu'on va sélectionner par rapport au Covid. Alors c'est pas le Covid en tant que tel, mais il faut penser en fait quand on investit dans des boîtes, il faut pas penser à la boîte aujourd'hui, il faut penser à la boîte dans 5 ans. Quelles sont les entreprises qui seront plus grandes qu'aujourd'hui et tiendront sur la durée, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, naturellement, tout ce qui va être technologique, mais qui va dans le sens de l'amélioration de la santé, du bien-être, qui est tourné vers l'environnement, naturellement, ça vient là. Et puis, évidemment, le sujet, effectivement, de l'impact en général, on se dit, oui, demain, on était persuadé à ce moment-là, une boîte qui n'a pas incorporé le sens dans sa raison d'être, qui ne prend pas en compte les enjeux environnementaux et sociétaux dans sa façon de produire, même si elle n'est pas dans sa raison d'être, elle n'a pas lieu d'être demain en fait. Elle ne saura pas attirer des gens bons qui vont bosser pour elle, et puis les clients ne voudront pas consommer ce qu'elle propose, et puis si tout se passe bien, en fait, c'est boîtes-là seront interdites. Tu vois, moi, j'ai toujours encore ce doux rêve que Total, BP, Esso, etc., et tous ces acteurs pétroliers puissent fermer demain. Et qu'on ferme la BNP, le Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale s'ils continuent de financer pour plusieurs milliards par an des activités pétrolières et gaz. Voilà, cachés dans des fonds ISR, tu vois. C'est juste, s'ils continuent de faire ça, j'espère qu'on va les faire fermer. Ou en tout cas qu'on aura déplacé suffisamment de gens vers les alternatives pour qu'en fait, naturellement, ils n'aient plus de revenus. Tu vois. Là, on a sélectionné une boîte là, qui est Helios, qui est une banque, une éco-banque. Ils n'ont pas le droit de dire le mot banque. Donc, mais en gros, c'est une banque qui est durable dans le sens où il n'y a pas un euro qui part dans le financement d'activités qui sont nocives pour la planète. Et en plus, il y a l'argent et les comptes dépôts sert à investir dans des projets. Ils ont investi 6 millions, tu vois, déjà dans des projets qui, pour le coup, sont durables. Pas dans des fonds où il y a un mix de trucs, mais vraiment sur des projets bien spécifiques, comme par exemple la mise en place d'un système de métro à Marseille, tu vois, des choses comme ça. Bon, c'est un truc très concret, c'est pas besoin de chercher un métro à hydrogène et tout ça. C'est concret. Marseille, il y a plein de voitures, c'est pollué. Tu mets des transports en commun, d'un coup, tu réduis cette problématique-là. C'est une solution pragmatique. Et donc, on a voulu avoir cette approche de sens d'impact, mais avec une vision très pragmatique du sujet, parce que tu avais une plateforme comme Lita qui était dans l'impact, mais un peu dans le démago, tu vois, très idéologique. Et nous, ce qu'on pense chez Tudigo, c'est que l'impact, c'est bien, mais il faut le concilier avec cette notion de rentabilité pour la boîte, parce que c'est ce qui lui assure la pérennité, c'est ce qui permet à une boîte de durer dans le temps, c'est qu'elle puisse faire de la marge.
Et puis pour l'investisseur, tu ne vas pas amener massivement des investisseurs à soutenir des projets si à côté, l'investissement qui n'a aucun impact, voire qui a un impact nocif, rapporte 3 fois plus. C'est une utopie. Ouais. Tu feras ça sur un petit groupuscule de gens qui sont militants, mais ça représentera 5% de la population et encore. Ouais. Si tu veux amener 100% des Français à mieux diriger leur argent, eh ben, il faut que tu puisses concilier les deux. Il faut que tu en fasses un vrai produit d'investissement, que ça soit de l'investissement, mais qui a du sens. Et justement, je me suis dit en préparant l'interview, ce mélange entre finance, investissement d'un côté, avec ce côté durable, de base, on les mettrait pas ensemble, je trouve. Tu vois, enfin, je sais pas, on peut avoir une image de la finance qui est plutôt négative, du système financier, tu vois. À juste titre. À juste titre, parce que jusqu'à présent, en tout cas, majoritairement, c'est pas très propre. Qu'est-ce que toi, est-ce qu'il y a une évolution là-dessus, tu trouves, dans l'esprit des gens? Tudigo prend part à ça, évidemment. Et aussi, est-ce que finance durable peuvent aller de pair, tu vois? Alors, dans les attentes des gens, je pose oui. des questions, évidemment. C'est-à-dire que d'un point de vue, les Français, t'en as plus de 2 tiers, 70%, qui veulent avoir ils veulent pas financer des activités qui sont nocives. Le problème aujourd'hui, c'est la transparence. C'est-à-dire que, et c'est ce qui freine pas mal aussi le sujet, c'est que les gens aujourd'hui ne savent pas, enfin la transparence et la connaissance, ils ne savent pas comment ils peuvent mieux diriger leur épargne. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un manque de transparence. Même les fonds qui sont marqués comme ESG et ISR, on le voit en fait, dedans, tu trouves du Total, tu trouves des entreprises d'armement, sous prétexte qu'elles essayent de s'améliorer. Et c'est même ce que va te rétorquer le gérant du fonds et la banque qui finance ces activités-là. C'est incroyable. Et ils ont d'ailleurs essayé de réformer le label ISR cet été. Ça a été avorté. Les lobbies, ils ont gagné. Et la réforme est de toute façon pas du tout assez ambitieuse. Mais donc, ça amène il y a une opacité, en fait, dans tous les produits qui sont même designés pour donner un peu plus de sens et prendre en compte les impacts sociétaux et environnementaux, que le Français, l'épargnant moyen, en fait, il ne sait pas quoi faire. Du coup, il dit, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc ça, c'est un frein. Donc nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est de la transparence. Le premier truc, c'est de dire, OK, tu investis en direct dans des boîtes. Donc en fait, on va te proposer une grosse sélection de boîtes parce que c'est ce que tu cherches en bourse, c'est ce que tu cherches sur un fonds. Tu veux de la diversification, à la fois pour avoir le choix, premier point, et 2, parce que si justement tu veux avoir une stratégie qui est analogue à ce que tu aurais sur d'autres actifs financiers, il faut que tu puisses ne pas mettre tous tes œufs dans un même panier. C'est pour ça qu'en fait, et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui chez Tudigo, tu as 3 nouvelles opportunités potentielles par semaine. Tu as 3 nouveaux projets par semaine. Donc, à un instant T, tu en as une vingtaine parmi lesquels tu peux choisir et tu peux t'assembler ton panier et puis tu peux créer sur une année un portefeuille de 20, 30 boîtes. Ce que ferait un fonds, concrètement. C'est exactement ce que fait un fonds. Demain, lorsqu'on va lancer nos fonds, on va appliquer les mêmes principes. Parce que tu ne devrais pas investir dans un fonds et pas savoir dans quoi derrière il a investi, qu'il soit coté ou non coté. Beaucoup moins le cas en non coté, parce qu'ils ont un nombre limité de lignes. En coté, c'est un vrai problème. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est les Français, ils le souhaitent, ils cherchent ça. Ok. Et comment vous faites pour sélectionner les projets ? Parce que justement, typiquement, tu as un Total Énergie qui vient te dire on fait ça, on s'appelle Énergie maintenant. Enfin, je prends le plus gros pour. En même temps, on entend souvent parler, mais je vais faire bien les choses demain et tout, on s'améliore. Comment tu vérifies concrètement ? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place là aussi pour vous assurer que les projets qui rentrent soient sincères, tu vois, si tu peux employer ce terme-là. Total, il vient pas chez moi. Qu'on soit clair. Non, mais Total, il vient pas financer un projet d'éolienne ou de parc photovoltaïque sur Tudigo. C'est mort. C'est hors de question. Je prends pas le chiffre, ça m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais contribuer comme ça à de l'impact washing, du greenwashing. Ils l'ont fait sur une autre plateforme. Tu vois, une plateforme qui est censée être pour la transition environnementale. Total n'a pas besoin de l'argent des citoyens pour financer ses investissements dans les renouvelables. Total raconte tout fier qu'ils investissent 4 milliards dans les énergies renouvelables cette année, sauf qu'en parallèle, ils en investissent 10
dans des nouveaux puits, tu vois, pour forer des nouveaux puits de pétrole ou créer des oléoducs. Donc tu dis non les gars, arrêtez. Et donc moi je vais pas contribuer à ça. Mais c'est dur parfois le greenwashing, le greenwashing de savoir ce qui se passe derrière. Mais c'est dur si effectivement tu ne connais pas l'entreprise et tu n'as pas une visibilité là-dessus. Donc comment on fait C'est pour ça qu'en fait quand tu viens chez Tudigo, on te dit tout. Tu as les comptes, tu as les prévisions, tu as ce que fait la boîte. C'est des boîtes d'une taille qui permet aussi tu vas pas cacher des activités dedans. Alors peut-être que les gars, ils ont imprimé un petit peu trop le mois dernier. Mais bon, c'est pas le cœur du... Tu vas avoir quand même des infos sur tout. Donc nous, on va sélectionner 2 choses. On va regarder la partie financière, comme n'importe quel gérant de fonds. Et donc, on va analyser le track record à date. On va organiser, selon les secteurs, plein de métriques. Si c'est une boîte dans le digital, on va regarder les coûts d'acquisition, les cohortes. Enfin, on pousse l'analyse. On pousse une analyse vraiment de VC, nous, sur tous les dossiers dans lesquels on investit. Et on rajoute une analyse extra-financière qui nous permet de scorer l'entreprise selon plein de critères d'impact sociétal, environnemental. Et tu as les entreprises qui sont en transition, donc elles sont engagées dans une transition et donc une amélioration de leur façon de produire. Par exemple, tu es un restaurant, ok, il n'y a rien de spécial, mais tu travailles sur la réduction du gaspillage alimentaire, tu travailles sur les approvisionnements et tu cherches en beaucoup plus local, tu réduis la part de viande. Tout ça t'améliore en fait. Donc t'es pas une boîte à impact, t'es juste un resto, mais tout le monde dira qu'on va continuer à aller au restaurant, donc tu fais mieux. Et donc nous et après t'as les boîtes qui sont donc vraiment engagées, c'est le niveau plus haut. Leur raison d'être, c'est un ou plusieurs objectifs de développement durable. Voilà. Donc ça, c'est le niveau dessus. Puis après t'as les boîtes responsables, etc. Bon, mais ce qui compte, c'est quelle est l'intention de la boîte et qu'est-ce qu'elle fait opérationnellement pour aller dans le bon sens. Et nous, quand on finance un projet, en fait, on a la vision là-dessus. Mais si on ne va pas financer un projet de croissance qui est dans le bon sens, si le reste de l'entreprise est en contradiction, va en contradiction avec ça. Voilà, donc en gros, on va analyser les boîtes du point de vue financier et extra-financier. Si je ne m'abuse, l'un des objectifs de Tudigo, c'est aussi de rendre l'investissement accessible à toutes et tous, dans l'idée. Comment ça fonctionne ? Genre, moi là, j'ai 1000 balles à investir, je vais sur le site, comment ça se passe ? C'est simple. C'est déjà, si tu as 1000 balles à investir, ça suffit. Pour certains dossiers, c'est même 500. On met pas moins parce qu'en fait, il faut que ce soit quand même un vrai acte d'engagement et c'est une démarche, quoi. C'est pas, il faut pas y aller sans réfléchir. Voilà, mais ça reste très accessible parce qu'en fait, jusqu'à présent, ce qu'on fait, le private equity, le venture capital, l'investissement de mon côté, il fallait, pour le ticket minimum, il était à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. C'était des trucs les projets qu'on trouve chez nous, tu les trouvais dans des réseaux de business angels, ça c'est les plus petits qu'on a, et ceux qu'on a qui sont des projets plus costauds avec, où on est co-investisseur par exemple avec des fonds, tu n'y avais pas accès si tu n'étais pas client chez Rothschild. Non mais c'est vrai, ils ont une section banque privée et si tu n'étais pas un high net worth, tu n'avais pas accès. Donc ça, on donne l'accès à ça. On peut donner l'accès à ça et en fait, c'est pas en contradiction avec la qualité des projets parce que aujourd'hui, la taille qu'on a et notre capacité à réunir très vite des sommes importantes d'argent grâce à la communauté qu'on a qui est très active fait que on peut se positionner les mêmes tickets qu'un fonds d'investissement et on peut dégainer hyper vite. Donc ça fait qu'on a accès à des super dossiers. Et on peut les rendre accessibles aux particuliers qui, effectivement, en créant un compte et en signant électroniquement son bulletin, va en 5 minutes pouvoir investir dans la boîte de ses rêves. Trop bien. Et je disais, toi, tu as investi dans quelques boîtes aussi. Comment tu les as choisies ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Et après, j'ai envie que tu me racontes quelques belles histoires qui sont passées par Tudigo aussi dans les boîtes. Ok. Moi, j'ai investi dans une vingtaine de boîtes, titre perso, en plus de mes investissements immobiliers. Je fais globalement que ça. J'ai tout essayé. J'ai essayé la bourse, j'ai essayé les cryptos. Je suis curieux, donc j'aime bien regarder les. Mais finalement, j'ai 2 investissements que j'aime bien. C'est l'immobilier et vraiment ce que je sais faire depuis longtemps. Acheter un truc, le mettre en loc, rembourser le capital, générer des revenus. Ok. Peut-être que je m'essaierai au marchand de biens à la promotion plus tard, mais je connais pas encore, j'ai pas le temps. Et après, j'ai le non-côté, investir dans des startups, des PME, avec 2 formats, actions et obligations, parce que j'aime bien le côté très concret. Je
je peux analyser en fait, et j'investis que dans des boîtes que je comprends, sur lesquelles le modèle économique me parle, et j'investis que dans des boîtes qui montrent aussi une capacité à vendre et à de l'attraction. Ça, c'est mon point perso. Ouais. Et j'aime bien les boîtes qui montrent aussi un bon pilotage financier. Ce que j'aime pas, c'est les founders qui savent pas où ils en sont, quel est leur renta, quel est leur chiffre. Je demande pas qu'ils connaissent toutes leurs métriques, mais j'ai besoin de savoir que les gars font le point, les filles, les fondateurs font le point tous les mois minima sur où ils en sont, sur leurs différents coûts clés et sur leurs chiffres, qui pilotent vraiment leur année, parce que je sais que c'est comme ça que tu arrives à faire ensuite de la rentabilité. Donc moi, c'est un peu et après, je cherche des gens, quand j'investis en actions, qui ont effectivement des vrais tripes, qui ont une vraie grosse envie, une énergie, mais qui sont aussi très humbles en parallèle et ont une vraie flexibilité mentale, parce que je sais qu'ils vont avoir besoin de pivoter. Ça arrivera, c'est sûr, que leur idée n'est pas parfaite. Voilà. Ceux qui sont bornés sur leur idée, elle est géniale, et ils n'entendent rien quand tu les challenges, ceux-là, de toute façon, moi, c'est no-go pour aller sur Tudigo. Parce que je sais que ça se passe pas bien après. Et après, j'investis en obligataire, parce que ça me permet de faire travailler l'argent que j'ai sur les comptes en banque, le temps de trouver d'autres investissements, parce que mon argent est immobilisé que pendant 12, 24, 36 mois, et que j'ai des taux de rendement qui sont entre 10 et 12%. Donc, c'est bien, ça travaille, quoi. Et alors les projets qui sont passés ou en cours sur Tudigo, s'il y en a, alors pour le coup, il y en a quelques-uns que j'ai vus, que je connais, et que j'avais reçus d'ailleurs, Give ou Harvey, chez qui on est d'ailleurs, avec David. T'en as de belles histoires à nous partager? Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup, et je pense que tous les projets qui passent, pour moi, c'est des belles histoires, parce qu'en fait, elles se développent là. On a 5% des boîtes qui sont allées au tapis pour l'instant. Donc là, en gros, elles sont toutes en développement et elles grandissent. On en a un gros tiers qui fait de la croissance à 3 chiffres. Donc c'est bien. Ça se passe bien. Voilà. Donc pour moi, c'est toutes des belles histoires. Après, j'ai quelques petits coups de cœur. Tu vois, j'ai une boîte qui était aussi le démarrage de notre transition. Alors tu vas dire, quand je vais t'en parler, tu vas me dire, c'est un peu la même chose que vous faisiez avant, c'est vrai, qui est Les Saisonniers, c'est un réseau c'est un réseau de magasins, de supermarchés paysans que je présente. Donc c'est des magasins où tu as des fruits et des légumes, direct producteurs, agriculture raisonnée. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé au départ, déjà, c'était ils avaient déjà 2 magasins où ils faisaient 20% d'EBITDA. C'était petit, ça faisait 1 million à peu près de chiffre d'affaires au début. Ils venaient d'ouvrir le deuxième. Là, ils en ont 10. Ça sort toujours pareil, super renta, mais ça fait presque 20 millions de chiffre d'affaires maintenant, à peine 2-3 ans après. Et j'aimais beaucoup, en fait, les fondateurs, ils se connaissaient de leur expérience d'avant. Ils étaient dans une start-up, une agritech qui avait connu une hyper croissance. Et Margot, qui est la CEO, elle était rentrée stagiaire dans cette start-up à l'époque, et elle est sortie, la boîte elle faisait 30 millions, elle était head of sales, quoi. Donc c'était bien elle qui avait drivé la croissance, et donc elle avait ce hyper carré, hyper cadré, hyper process, industrialisation, hyper sales, hyper smart, va vite. Je dis, attends, si tu appliques ça à du retail traditionnel, on fait quelque chose de différent. Et c'était l'époque où tu avais quand même, il y a eu après de la tourmente pour Bio c'est bon, et puis ils m'ont dit le retail, j'avais La Ruche qui dit oui, qui nous avait contacté, et je voyais bien leur modèle n'était pas très rentable, et ils disaient qu'est-ce que vous avez cissé là-dedans? Non, mais attends, c'est pas l'idée, c'est les fondateurs. Ils sont capables de faire quelque chose avec. C'est pas, je sais, c'est pas un marché qui est le plus sexy, c'est pas le concept, il a rien de spécial, mais l'équipe là, elle va en faire un truc qui est vachement bien. Et ils ont fait un truc vachement bien, et ça continue, et voilà. Donc moi j'aime bien cette histoire là. Et ça c'était vraiment fin 2020 quand on faisait notre pivot, et c'est le début de notre vraie croissance, quoi. Et après j'en ai un autre que j'aime bien, qui est la brigade de Véro, qui expédie des box de diététique, voilà, et ils sont basés à côté de nous, ils sont à côté de Montpellier. Et pareil, ils ont multiplié par 2,5 leur chiffre d'affaires. Ils faisaient à peu près 2 millions quand on est rentré fin 2020, et là ils en font quasiment 10.
2,5 Yes. donc plus que ça, mais maintenant, Ouais. Non, ils font une bonne croissance, quoi. Ouais. C'est bien. Ok. Et ils vont atteindre la rentabilité l'année prochaine, alors que c'est une food tech Ouais. dans le marché, un marché qui est quand même bien chahuté. On sait que Mhm. Frischti a été racheté à la casse, voilà, donc c'est le même marché. Mhm. Mais ils n'ont pas l'hyper croissance de Frischti, ils n'ont pas levé les dizaines de millions de Frischti. Ils ont levé ce qu'ils ont levé avec nous, qui était 2 millions, Mhm. mais ils savent faire quelque chose Ouais. de bien. Et voilà, ça me plaît. Ouais, trop chouette. On peut te voir et on peut t'entendre aussi sur BFM Business maintenant depuis quelques semaines. Est-ce Ouais. que là tu peux nous en parler? Pourquoi avoir accepté ça? Tu viens parler à quelques centaines de milliers, voire millions de personnes quand même. Alors, je sais pas, j'ai pas les chiffres d'Audimat. Alors, au moins centaines de milliers, En je tout pense. cas, alors, il y a deux choses. Je pense que c'est comment ça s'est fait. C'est juste Lorraine, l'animatrice, et donc ouais. qui est avec Amaury de Tonquénec, qui sont vraiment à l'origine de cette nouvelle émission, parce que c'est une nouvelle émission Mhm. qui a été lancée en septembre. Ouais, qui s'appelle Tout pour investir. Tout pour investir. Et concept super intéressant, c'est vraiment tout pour investir. Ça se couvre tous les actifs financiers, de l'immobilier à la crypto, en passant par le private equity aussi. Mhm. Et tout pour investir, c'est vraiment cette idée de venir démocratiser l'investissement auprès de tous les Français et de répondre à toutes les questions que se posent les investisseurs, y compris les moins aguerris, les débutants, sur l'investissement, pour leur donner les clés. Du coup, c'est 2 heures tous les jours, voilà, sur tous les sujets. Donc, si tu écoutes ça tous les jours pendant un mois, je pense que tu commences à te faire une certaine culture financière. C'est vachement bien. Je trouve que la mission, elle est top, parce que c'est... Donc déjà, ça m'a convaincu tout de suite de dire, attends, si je peux en faire partie, génial. Je suis ravi, parce que j'adore le concept de se dire, on va amener la culture financière, cette éducation financière qui manque cruellement aux Français. Ouais. Et c'est ça qui fait que, tu vois, le private equity, qui est le non-coté, ma classe d'actifs, aujourd'hui, ça représente 1% de l'épargne des Français, celle qui dort sur les comptes, c'est 500 milliards. Là où aux États-Unis, c'est 10%. Moi, je suis persuadé que la différence, c'est la culture financière, c'est l'éducation financière. Elle est ils ont quelques années d'avance aux US. C'est dans les mentalités depuis que tu es déjà très jeune, parce que quand tu es au lycée, tu vas vendre de la limonade, tu vends du car wash, tu as tes projets même, tu vois, où tu vas financer. Donc tu fais de la vente déjà, tu apprends à gérer des budgets. Donc naturellement, tu t'intéresses à l'argent, et l'argent, c'est pas un gros mot. Ça l'est vachement moins depuis, on le voit, depuis quand même 12 mois, là, 12-24 mois, avec tous les influenceurs financiers. Donc il y a les bons, il y a les mauvais, mais ils ont un truc en commun qui est bien, c'est qu'ils ont évangélisé sur l'idée de s'intéresser à l'investissement. Donc ça, je pense que c'est une super bonne chose. Et on voit que les jeunes commencent à être de plus en plus avancés sur le sujet. Complètement. Donc moi, l'idée de l'émission, je la trouve vachement bien, et elle va avec l'idée de Tudigo, qui est de démocratiser l'accès au financement, qui est de démocratiser l'investissement. De mon côté, j'ai pas de meilleure plateforme pour faire ça qu'une émission dont l'objet même est d'apprendre aux gens, d'éduquer financièrement les Français. Ouais, carrément. Je t'en avais parlé, je sais plus si j'en ai parlé pendant cet épisode ou en off tout à l'heure, que tu avais dit à un moment donné, tu avais fait un post sur LinkedIn, l'entrepreneuriat à la voile, c'est un peu pareil. Et tu disais que pour tenir, c'est une routine de sportif qu'il faut avoir pour tenir mentalement et physiquement sur la durée. Ouais. C'est toi qui l'as dit, donc j'imagine que tu es d'accord avec ça. Ouais. Mais est-ce que tu peux développer ça, et comment toi, justement, tu arrives à tenir sur la durée? Parce que gérer, puis maintenant, je sais plus, vous êtes combien maintenant chez Tudigo? On est 60. Ouais, donc quand même, j'ai une grosse boîte en expansion là aussi, avec des projets, des beaux projets, mais on est dans la finance, c'est quand même intense. Là, une fois par semaine, tu vas à Paris pour BFM Business. Ouais. Ça demande de l'énergie. Comment tu gères tout ça? Ça demande de l'énergie, donc c'est simple, tu vois, la routine de sportif, elle me sert à quoi? Elle me sert à avoir cette énergie et à avoir en fait, quand je dis routine de sportif, c'est quoi? Ça veut dire, voilà, tu vois, ça fait 4 jours sur 4, là je suis sur une bonne lancée là, que je fais mon sport tous les matins, donc dimanche 8h j'ai ma séance avec Gabriel, mon coach, qui m'a remis au sport en fait, qui m'a fait prendre conscience de l'importance en fait du sport et des liens entre le sport et le mental et la boîte, et les performances d'une boîte. Parce qu'en fait, lui, il coach des équipes de rugby notamment. Donc,
Souvent, quand j'ai un problème de management, j'en parle et que ça me prend la tête, j'en parle à Gabriel pendant qu'il me fait soulever des 100 kilos et double coach. J'ai ma réponse à la fin, tu vois. Il sait Ouais. pas que je le paye en fait que je le paye pour un truc, mais en fait, je prends je prends 3 trucs. Il me fait psy, coach sportif et puis coach en management. C'est génial. C'est vraiment le deal du siècle. Donc, il y a en fait, c'est simple. Les startups, comme c'est que moi je peux avoir un startup scale-up avant d'être une boîte à plusieurs centaines de personnes avec un codir ultra structuré et encore même à ce moment-là les dirigeants, les fondateurs, c'est le fuel de la boîte. L'équipe est essentielle, hein. On ferait rien seul, sauf qu'en fait on est l'impulsion de l'entreprise. Donc si on va pas bien mentalement, si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas des nouvelles idées, si on n'est pas capable de challenger, de tirer, tu as une croissance qui est atone, tu as de la décroissance, tu as des problèmes qui se créent en pagaille, tu as une culture d'entreprise qui s'effrite. Donc en fait, tu dois être super, super vif tout le temps. Tu dois être en alerte et tu dois être bien dans ta tête. Et donc être bien dans ta tête, ça passe par plein de choses. Ça passe par être bien dans son corps. Parce qu'en fait, moi je le vois, en fait, quand j'ai eu un mois où j'ai eu plein de déplacements, j'arrivais pas à maintenir ma routine. Ça a eu un impact. J'étais fatigué. Là, ça fait 4 jours de suite. Je me lève, dimanche c'était 8h. Et là, depuis lundi, c'est 6h du mat. Voilà, je suis au sport. J'ai la patate. J'ai la patate parce que ça te donne de l'énergie en plus. Ça te donne de l'énergie. Et si jamais tu étais tendu sur un sujet ou quoi, tu coupes. En fait, tu commences ta journée par ça. Et ton mental, tu le nettoies. Donc tu arrives et tu es serein, tu es nettoyé, c'est bon, tu peux aborder les problèmes de manière sereine et faire même tu as besoin souvent de faire la soupape, tu vois, comment tu appelles ça, soupape de décompression, voilà, pour les gens que tu as en face. Donc pour faire ça, il faut toi être bien. Donc c'est important d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête. Donc moi je recommande vraiment aux entrepreneurs de se faire coacher aussi mentalement, d'aller voir. C'est pas nécessairement des psys, parce que je trouve que moi c'est pareil, ça vient avec mon côté pas très patient, c'est que le psy ça prend 10 ans, mais il y a différentes formes de thérapie. Il y a différentes formes de thérapie qui sont assez intéressantes, qui combinent différentes méthodes. Tu peux combiner de l'hypnose, de l'écoute de choses là, que tu vas écouter avant de dormir et qui te font des messages subliminaux un peu, de la lecture de choses le matin à haute voix, de gratitude. Tu as plein de choses que tu peux faire, plus après, mais qui te permettent d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement, d'aller beaucoup plus vite au cœur du problème, ce que ne permettait pas de faire la psychanalyse classique, un peu plus lent, quoi. Et qui sont en plus très orientés solution, parce que tu viens chercher le problème et puis derrière tu viens trouver comment est-ce qu'on va réussir à résoudre ce problème, pas comment on va le foutre de côté, mais c'est quoi la cause profonde tout de suite là, mais on va essayer vite de la cibler parce qu'on a cette mentalité tout de suite dès le départ de chercher une solution, parce qu'on ne cherche pas un psy. Un psy il cherche à trouver les problèmes, à comprendre le problème. Bon, c'est pas une start-up, quoi. C'est pas donc c'est important en fait. Voilà pourquoi je pense que c'est essentiel. Donc moi il y a le sport, il y a bien manger. C'est pas limiter les sorties, tu vois, l'alcool, le limiter au max, parce que c'est pas bon en fait, tu vois bien, pas en semaine, non c'est pas pareil, c'est pas bon. La clope, faut pas toucher, faut mettre de côté aussi, faut arrêter. Et tu vois les impacts. Moi j'enlève tout ce qui est sucre aussi, j'enlève les glucides, tu vois, truc que je supporte pas là en ce moment, ça fait 4 semaines que je le répète. Ils ont cette tradition pour les nouveaux arrivants d'amener des chouquettes le matin. Faut pas manger des chouquettes le matin, faut pas manger des viennoiseries le matin, c'est une saloperie. Ça te tue en fait. Je vois les seules fois où je vais déjeuner et là je suis dans un resto et en fait il y a pas vraiment ce que je chercherais, et j'étais avant-hier là, je suis pizzeria et j'ai mangé des pâtes et puis ensuite un tiramisu en dessert. Le crash, mais l'enfer. C'est pas la même chose que quand tu fais un lendemain de soirée où t'es mal toute la journée, mais moi j'étais mal pendant bien 2 heures quand même. Pendant 2 heures j'étais fatigué, alors que je suis pas d'habitude quand je me limite midi sur de légumes, protéines, et puis c'est bon. Clairement. Voilà. Et je pense que, et après il y a un dernier point, c'est que il faut être conscient que, surtout quand tu montes une boîte ou même quand tu es dans une carrière, que tu peux mourir demain.
Moi, j'ai perdu un ami, un de mes meilleurs amis, hein, il y a 1 an et demi, et ça faisait bizarre par rapport à quand tu perds un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, ils sont vieux, c'est normal, c'est le cours naturel de la vie. À nos âges, tu vois, moi j'ai 37 ans là aujourd'hui, bon, c'est bizarre. Tu pensais pas venir la mort, tu penses pas que la mort arriverait comme ça, si tôt. Et en fait, savoir ça, ça veut pas dire, ok, bah, je laisse tout tomber, je pars en vacances, etc. Mais ça veut dire que il faut pouvoir en fait être content de ce que tu fais au quotidien. Il faut que ton job t'épanouisse. Moi, ça passe par quoi, hein? Ça veut pas dire pas beaucoup bosser ou quoi. Ça veut dire travailler là où je vais être bon, là où je vais m'épanouir, déléguer ce que j'aime pas faire à quelqu'un qui, pour le coup, aime ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aime faire ce que toi t'aimes pas faire. Et ça, c'est vachement bien. Et qui est fort dans là où toi t'es faible. Donc ça, c'est un premier truc important dans le quotidien, parce qu'on passe quand même... C'est quelqu'un qui me disait ça, j'étais un jour dans un resto et je voyais que les serveurs étaient tous hyper contents, heureux, ils bossaient à fond, et je leur dis, mais comment ça se fait que vous êtes aussi motivés? Et il me dit, bah, tu passes 80% de ton temps au travail, autant que tu y ailles avec le sourire et que, voilà, que tu sois heureux pendant ce temps-là. Donc c'est important. Et après, moi j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, 2 garçons, 5 ans et 3 ans. Bah, je veux profiter d'eux, tu vois. Enfin, ça me rend heureux de passer du temps avec eux. Donc je veux pouvoir être dans des conditions mentales, physiques, et puis laisser du temps pour pouvoir m'occuper d'eux. Trop bien. Je rebondis un tout petit peu sur la thérapie parce que j'en parle souvent et moi j'en ai fait et j'en parle dans les épisodes. C'est que l'épisode il y a 2 semaines par rapport à celui qui sort là, c'était avec Gilles qui est ancien directeur des Victoires de la musique pendant 13 ans et qui est devenu hypnothérapeute. Donc on parle beaucoup de tout ça justement. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui ont une petite voix qui leur parle dans la tête pour entreprendre? Et pour moi, entreprendre, tu vois, les personnes que je reçois sur le pompon, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants. Je dis très souvent, courir un marathon, c'est entreprendre. Et donc, qui ont cette petite voix, mais qui vont pas forcément, ou qui sentent qu'ils sont pas forcément à la bonne place. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qui sont pas à la bonne place aujourd'hui? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, parfois, tu peux être dans un taf, et comme tu disais, toi, tu vois, au bout de 2 ans, quand tu étais chez Accenture, dire, bon, bah, je suis dans ce cycle-là, mais en fait, je sens que c'est pas ça qui m'anime, mais j'ose pas y aller. Ah, bah, de toute façon, il faut se faire violence. Enfin, être épanoui, être accompli, être heureux, ça passera toujours par une petite zone d'inconfort. Inconfort pourquoi? Parce que tu changes. Tu fais différemment de ce que tu faisais aujourd'hui. Bon, et après, c'est pas grave, c'est pas comme si tu étais épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui. Donc, mais le mouvement, bah, ça demande déjà de bouger. Donc, qu'est-ce que je te conseillerais? C'est de savoir que je conseillerais à ceux-là de se rappeler que la transition va être un tout petit peu difficile, bon, mais pas plus que ça, mais assez rapidement, en fait, ça va être grisant, épanouissant, parce qu'ils vont s'apercevoir que là, ils sont sur le bon chemin. Et même s'ils ne sont pas arrivés à destination, ils sont en train d'avancer vers quelque chose qui les épanouit. Ouais. Après, je pense que c'est important aussi de leur rappeler que ça va être dur. C'est pas pour les décourager, mais c'est pour justement, au contraire, encourager ceux et celles là qui nous écoutent et qui ont cette petite voix aussi à y aller et à savoir que c'est une succession de petits pas et de jalons. Et moi, ce que je conseillerais du coup par rapport à ça, c'est de jalonner. Et j'en parlais avec ma femme, tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, et elle a déjà les premiers résultats, elle est contente. J'ai eu coaching non-stop sur ces trucs-là. Ça me passionne, j'adore. En fait, je trouve que j'adore en fait pouvoir travailler et aider les gens à réaliser leur potentiel. Ouais. Mais il faut pouvoir avoir il faut commencer à visualiser. C'est quoi toi, la version de toi dans 5 ans et de ce que tu as accompli qui te voilà, qui t'épanouit ou tu es fier. C'est okay. De quoi tu vas être fier dans 5 ans. Tu la fixes aussi haut que tu veux ou aussi bas que tu veux. Tu n'es pas obligé de la fixer trop au point que ça soit inatteignable. Parce qu'en gros, qu'est-ce que tu vas faire comme deuxième exercice? C'est que tu vas te dire, ok, à 3 ans, ça ressemble à quoi? Et puis, pour faire ça à 3 ans, qu'est-ce qu'il faut avoir accompli comme objectif en année 1, 2, 3 ? Ouais.
Et déjà en année 1. Et de année 1, tu vas descendre au trimestre. Et du trimestre, tu vas descendre au mois. Tu vas te fixer ces premiers objectifs très concrets, très mesurables et bien timés dans le temps et très atteignables dans le temps parce qu'ils sont dans pas si longtemps que tu peux atteindre. Comme ça, même si ça semble très loin, même si ça semble dur et au fil de l'eau, en fait, tu vas avoir ces petites récompenses au fil de l'eau qui vont te rappeler que, en fait, non, c'est bon. Tu es en chemin pour atteindre cette version idéale de toi et de ton projet de 5 ans. C'est bon, tu es on track. Ouais. Et si tu es off track, tu peux rétablir, tu peux ajuster. Voilà. Mais si tu as bien fait le travail, a priori, et que tu te donnes les moyens, tu vas atteindre tous ces petits jalons. T'as douté, toi, par moment? Ouais. Je doute tout le temps, moi. Ok. Moi, je doute en permanence. J'ai douté beaucoup pendant 7 ans. Et je pense que le doute, c'est un des traits de personnalité de ceux, et pas qu'en business, qui accomplissent des choses très grandes. Voilà, et qui vont toujours plus loin. Parce qu'en fait, quand tu as atteint un échelon, celui qui va faire réaliser des grandes choses, il va toujours se fixer un autre truc. Donc en fait, il est toujours en permanence dans cette tension d'aller chercher plus loin. C'est naturel, ces personnes-là. Et le doute, il y a le doute qui te paralyse et il y a le doute qui te permet de devenir meilleur. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de doute, il y a comment tu utilises ton doute. Et c'est pour ça, c'est pareil, le mental. Tu as des doutes, c'est normal. Ouais. C'est normal si tu n'avais pas de doute. Si tu n'as pas de doute, c'est que tu n'es pas très clairvoyant. C'est que tu es dans ta zone de confort complet. Et que voilà. C'est ça que ça veut dire. Si tu as des doutes, c'est que tu es justement en train de faire quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi, et que tu vois les difficultés potentielles, des obstacles à surmonter. Tant que tu passes côté action, tout va bien. Ok. Dernière question de ce podcast, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Cette vision et à 5 ans, tu vois, et que je pense qu'on peut peut-être atteindre même en 3, tu vois, et ce sentiment que vraiment on peut réaliser en fait son rêve et sa vision en fait du monde, de la société. Aujourd'hui, je sais que entre mes mains, entre celles de mes équipes, ensemble en fait, comme on va tous dans cette même direction, qu'on avance, je sais qu'en fait on va réaliser quelque chose de très grand. Voilà. Et ce quelque chose de très grand pour moi, c'est révolutionner complètement le système en fait de financement de l'entreprise. Ce qui veut dire quoi? Changer en fait l'échelle du pouvoir dans la société, renverser la table, redonner l'accès à tous ceux qui méritent. Voilà, au succès, à la possibilité de réaliser ses rêves, démocratiser, casser les barrières. Il y a ce côté un peu révolutionnaire, tu vois. Moi, j'ai un vrai feu en fait en moi voilà, ça m'anime quoi. Enfin, ça m'anime et je pense que ça anime aussi nos équipes. Elles savent que chez nous, voilà, on rejoint un projet. C'est pas une boîte avec juste des objectifs de chiffre d'affaires et de renta. C'est pas l'objectif de vendre la boîte dans 2 ans à un corpo, à une grosse banque. Non. C'est de devenir, nous on va devenir la voie de l'investissement de côté, du venture, du private equity. On veut devenir le plus gros VC d'Europe. Voilà. Mais un VC un peu différent. Ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que tu as parlé à plusieurs reprises de pouvoir et en disant que tu n'aimais pas la politique, mais au final c'est politique ce que vous faites. Ouais, ça l'est. Entre autres. C'est ma vision de comment devrait être en fait le pouvoir et distribué. Il ne devrait pas être dans mes mains. Moi, je ne le veux pas dans mes mains. Mais c'est ma vision, effectivement, de comment devrait fonctionner le monde. Je suis convaincu, en fait, c'est peut-être utopiste, mais que si tu laisses les gens décider, y prendre, et que tu laisses la masse décider, en fait, et qu'elle est en responsabilité sur les conséquences aussi de ses choix, elle prendra les bonnes décisions. Voilà, c'est ma conviction. En étant bien informé. En étant bien informé et en étant bien informé aussi des conséquences de ses choix. C'est pas pareil de demander quelque chose et de prendre et de vouloir quelque chose
sans avoir en fait les implications potentiellement néfastes, négatives de ces actions-là à assumer, que de prendre des choix qui derrière auront un impact positif ou négatif potentiellement sur ta vie de tous les jours. Très bien. Si j'ai ça en tête quand même, parce que j'en ai entendu parler la semaine dernière, je dis bien informé parce que 91% des médias français sont détenus par 4 à 5 milliardaires, donc c'est pour ça que je précisais cette info, tu vois, quand même. Et qui fait dans ce changement politique, il y a quand même l'impact des médias pour le coup, et qui est essentiel, je trouve. Parce que si t'es pas bien informé, forcément, c'est compliqué. On a la chance d'avoir, tu vois, des gens qui font des podcasts, complètement. Il y a plein d'indépendants, plein de nouveaux médias qui se lancent. Donc qui aussi je pense qu'on est dans un monde où l'accès à l'information, il est plus tenu uniquement par 4-5 médias, même si ça reste important, clé, et ça vient aussi modeler l'opinion. Mais bon, plus les gens sont informés et plus les gens eux-mêmes font les choix, plus ils apprennent à penser par eux-mêmes aussi. Merci Alexandre pour cet échange. Merci Théo. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous pour votre écoute. Un bel épisode pour comprendre ce qui anime Alexandre et l'a mené jusqu'à Tudigo, une belle boîte qui continue de grandir. J'aime évidemment sa vision d'un monde meilleur et d'une finance au service du bien. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée, cela aide grandement le Pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, participez à un monde meilleur et prenez soin de vous. À très vite.